Dans un geste choquant, un consul chinois a publiquement menacé de décapiter le premier ministre japonais. Des paroles virulentes sont échangées entre les deux pays. La tête sale qui s'immisce doit être coupée. Les choses sont devenues si laides que la Chine a averti le Japon d'une défaite écrasante et a même publié un avis de voyage, mettant en garde ses citoyens de ne pas se rendre au Japon. Sanae Takaichi déclare qu'une attaque armée contre l'île constituerait une situation menaçant la survie. La seule raison pour laquelle le Japon a autant énervé la Chine, c'est parce qu'il a touché le nerf le plus sensible de la Chine. Pas une fois, mais 2 fois. C'est tellement sensible que la Chine détesterait que cela soit exposé sur YouTube et essaierait de l'enterrer dans l'algorithme. Mais vous pouvez nous aider en cliquant sur le bouton j'aime. Merci. La tempête s'est préparée il y a quelques mois après un changement politique. Le 21 octobre 2025, Sanae Takaichi est devenue la première femme Premier ministre du Japon. À 64 ans, elle a pris le pouvoir lors d'une période d'instabilité politique au Japon et de tensions mondiales. Quelques jours après sa prise de fonction, elle a dévoilé un plan inattendu. Le Japon va avancer à 2025 son objectif d'allouer 2% de son produit intérieur brut à la défense, au lieu de 2027. Ce chiffre peut paraître faible, mais il était historique pour le Japon, qui suivait une règle non écrite depuis plus de 40 ans. Ses dépenses de défense devaient rester proches de 1% du produit intérieur brut, symbole de son identité pacifiste après la Seconde Guerre mondiale. Quand le Premier ministre Takaichi a doublé cet objectif, cela montrait que l'état d'esprit du Japon évoluait, au-delà d'un simple changement financier. Cela semblait agressif. Ce n'est cependant pas la vraie cause du chaos, tout ayant débuté par une déclaration qui a profondément blessé la Chine. Le nouveau Premier ministre a déclaré que si la Chine attaquait Taïwan, le Japon ne resterait pas silencieux, et pourrait même déployer ses forces d'autodéfense pour protéger sa sécurité. La position ferme du Japon sur Taïwan était la principale source de colère de la Chine. Les experts disent que le Japon semblait trop sûr de lui, et croyez-le ou non, le Japon a moins de chances de tenir tête à la Chine. Mais en réalité, le Japon a une bonne raison d'être aussi ferme face au puissant dragon. En 2025, le Japon adopte un budget militaire record de 55 milliards de dollars en hausse de près de 10% sur un an. Lorsque d'autres dépenses liées à la sécurité, comme celle de la garde côtière, sont incluses, le total dépasse 62 milliards de dollars. Pour un pays autrefois opposé à toute expansion militaire, c'était audacieux. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Le Japon a aussi entamé la réorganisation de son armée en mars 2025. Le gouvernement a lancé un commandement des opérations conjointes, réunissant l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, ainsi que des unités spatiales et cybernétiques. Le Japon a pour la première fois un commandement de défense unifié. L'objectif est d'accélérer la communication et la coordination, notamment en cas de crise. Mais les véritables changements décisifs ont été réalisés par le mastodonte qui se tenait derrière tout cela. Les États-Unis ont rapidement soutenu cette initiative. Washington a élevé les forces américaines du Japon au rang de quartier général interarmé, facilitant ainsi la planification et les opérations conjointes entre les deux pays. En parallèle, le Japon a modernisé ses armes et sa technologie. En mars, les navires de guerre japonais ont débuté un entraînement Tomahawk avec la marine américaine. Ce sont des missiles de croisière à longue portée capables de frapper des cibles à plus de 1600 miles de distance. Le Japon va acheter environ 400 Tomahawk, renforçant ainsi sa défense. Il développe aussi de nouvelles armes hypersoniques et perfectionne ses missiles. Ces mesures prouvent que le Japon ne se limite plus à la défense classique et se prépare à une guerre moderne. Le Premier ministre Takaichi a également fait en sorte que la défense et la diplomatie travaillent main dans la main. Elle considère l'alliance Japon-États-Unis comme essentielle à la sécurité nationale et souhaite renforcer les partenariats en Asie. Le Japon a conclu des accords de défense avec les Philippines et coopère avec l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde via l'Alliance Quadrilateral Security Dialogue. Le message est clair, le Japon veut s'affirmer dans un monde en mutation, sans s'isoler. On dirait un Japon d'un univers parallèle, non ? Il était autrefois symbole de paix. Une nation reconstruite après la guerre, axée sur la technologie, le commerce et le progrès plutôt que sur les armes. Mais cette image change. Discrètement, le Japon se prépare à plus grand. Ce n'est pas une décision précipitée, mais le fruit de profonds changements et de provocations subies par cette nation insulaire depuis des décennies. Le Japon a réalisé que la paix dont il avait bénéficié pendant près de 80 ans était désormais entourée de menaces réelles provenant de 3 directions. La Chine, la Russie et la Corée du Nord. Ces 3 pays ne sont pas soudainement devenus agressifs. Leurs actions ont augmenté chaque année, jusqu'à ce que le Japon juge que patience et silence n'étaient plus la meilleure option. Ce qui semble être une escalade récente avec la Chine est en fait des conflits anciens qui perdurent. Au cours des 15 dernières années, la Chine a étendu son pouvoir dans toutes les directions, en mer,
dans les airs et à travers l'Asie. Et presque toute cette expansion va directement à l'encontre de la sécurité du Japon. L'histoire débute avec les îles Senkaku, un groupe inhabité de la mer de Chine orientale contrôlé par le Japon, mais que la Chine revendique. En 2012, après l'achat de 3 îles par le Japon pour une gestion pacifique, la Chine a réagi agressivement et envoyé des navires dans la zone. Il s'agissait de navires gouvernementaux, non de simples bateaux de pêche. Une visite rare est devenue une présence presque quotidienne. En 2024, des navires chinois étaient présents presque tous les jours. Simultanément, la Chine a discrètement placé sa garde côtière sous autorité militaire et accru sa flotte avec des navires plus grands et armés. Ces navires, similaires à ceux des forces de l'ordre, opéraient comme des unités militaires, permettant à la Chine d'accroître la pression sans déclencher de conflit. Mais les ambitions chinoises dépassaient ces îles, et le Japon ne pouvait rien y changer. La Chine construit la marine à la croissance la plus rapide au monde, ajoutant en quelques années plus de navires que le Japon, l'Inde, l'Australie, la France et le Royaume-Uni réunis. Elle a modernisé ses missiles, ajoutant des armes anti-navires à longue portée et des hypersoniques, rendant la région plus risquée pour toute marine près des côtes chinoises. La Chine intensifie ses activités près de Taïwan, envoyant presque chaque jour avions de chasse, drones et appareils de surveillance au-dessus du détroit. Taïwan étant proche des îles sud-ouest du Japon, toute tension locale affecte directement la sécurité de Tokyo. Si la Chine attaque Taïwan, le Japon sait que le conflit pourrait toucher ses eaux et son espace aérien. La Chine a aussi renforcé son influence aux Philippines, entrant en mer de Chine méridionale avec garde-côtes, milices maritimes et navires de guerre. C'est crucial pour le Japon, car ces routes maritimes assurent son commerce et son approvisionnement énergétique. Si la Chine domine cette zone, elle contrôle la région. Ensuite ont eu lieu de grands exercices militaires. Fin 2024, la Chine a lancé son plus grand exercice en 30 ans, mobilisant plus de 90 navires et 100 avions. Ils ont mené blocus, invasion et frappes coordonnées de la mer de Chine méridionale aux abords du Japon sur la première chaîne d'îles. Pour Tokyo, cela montrait que la Chine se préparait à des scénarios de conflits réels, pas seulement à un entraînement. La Chine a aussi modifié son comportement aérien. Les avions de chasse japonais décollaient en urgence des centaines de fois par an pour intercepter des chasseurs, des bombardiers et des drones chinois volant près du territoire japonais. En août 2024, pour la première fois, un avion militaire chinois est brièvement entré dans l'espace aérien japonais. Les drones chinois ont également commencé à voler plus fréquemment, atteignant de nouvelles zones qu'ils n'avaient jamais approchées auparavant. Ces vols ont obligé le Japon à rester constamment en alerte et ont montré que la Chine testait ses limites. Comme si la Chine ne suffisait pas, son allié est aussi intervenu, ce qui était encore plus inquiétant. Un approfondissement de la coopération militaire entre la Chine et la Russie. En 2025, les deux pays ont mené des exercices conjoints de sous-marins près du Japon, partageant des données sonars et s'entraînant dans des eaux clés pour la défense japonaise. Pour Tokyo, cela signifiait que les défis venaient désormais de deux grandes puissances avançant ensemble, et non plus d'une seule direction. Pendant ce temps, la Chine a présenté son porte-avions le plus avancé, le Fujian, doté de catapultes électromagnétiques permettant aux chasseurs de décoller chargés. En étendant la capacité de la Chine à projeter sa puissance plus loin dans le Pacifique, combinée à ses systèmes de missiles, ses flottes de drones et la pression exercée par ses gardes-côtes, la Chine dispose désormais des outils nécessaires pour remettre en cause l'équilibre des pouvoirs dans tout le voisinage du Japon. De la mer de Chine orientale à Taïwan et la mer de Chine méridionale, la Chine est actuellement furieuse à propos de Taïwan. C'est du moins ce qu'elle veut montrer pour cacher sa vraie intention. La Chine évoque Taïwan, mais sa colère vient surtout des blessures infligées par le Japon il y a des décennies, des cicatrices toujours présentes entre les générations. La vengeance est si enracinée chez eux qu'en 2024, un enfant de 10 ans a été poignardé à mort en Chine. Ce jour exceptionnel fut marqué par l'émotion, les sirènes et des silences à travers le pays. Le silence découle des actions passées du Japon, mais la relation actuelle entre le Japon et la Chine n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Ce que l'on croyait opprimé était en fait l'une des armées les plus agressives d'Asie. Tout a commencé à changer dans les années 1930, lorsque les dirigeants japonais pensaient que l'expansion de l'Empire était le seul moyen de sécuriser des ressources et de survivre à des périodes économiques difficiles. Cette façon de penser a poussé le Japon sur une voie violente, en particulier envers la Chine. En 1937, l'incident du pont Marco Polo a déclenché une guerre totale et brutale entre le Japon et la Chine. Les forces japonaises ont capturé les grandes villes, les unes après les autres. Pékin, Tianjin, Shanghai et finalement la capitale, Nankin. La chute de Nankin a mené à l'un des chapitres les plus sombres de la guerre.
le massacre de Nankin. Pendant 6 longues semaines, la ville a connu des massacres, des viols et des destructions à une échelle effrayante. Les historiens estiment que plus de 10 000 civils et prisonniers de guerre ont péri. Cet événement a gravement terni la réputation du Japon et reste mondialement rappelé. C'est la même cicatrice que la Chine porte encore, vivante et brûlante. À la même époque, le Japon menait aussi des opérations secrètes comme l'unité 731 en Mandchourie. Cette installation menait des expériences inhumaines sur des prisonniers, testant des maladies, des armes biologiques et pratiquant même des chirurgies sans anesthésie. Ces crimes de guerre ont conduit le Japon à subir de lourdes sanctions et une forte pression internationale après la guerre. Malgré la présence de son armée en Chine, Corée et Asie du Sud-Est, le Japon poursuivait son expansion. En 1941, après que les États-Unis ont coupé l'approvisionnement en pétrole du Japon, ce dernier a fait un choix audacieux et dangereux. Attaquer la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. L'attaque surprise a détruit des navires américains et tué plus de 2000 personnes. Cet événement a impliqué les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et changé le cours du conflit. Le Japon a brièvement enchaîné les victoires et dominé un vaste empire asiatique, mais dès 1942, tout a commencé à s'effondrer. La marine japonaise a subi une lourde défaite lors de la bataille de Midway, et à partir de ce moment-là, l'empire a commencé à rétrécir. En 1945, le Japon était épuisé, les villes détruites, la nourriture rare et des millions de vies perdues. Puis vint le coup final. En août 1945, les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques, l'une sur Hiroshima et l'autre sur Nagasaki. La destruction était sans précédent dans l'histoire du monde. Simultanément, l'Union soviétique a envahi la Mandchourie occupée par les Japonais. La guerre ne pouvait plus continuer. L'empereur Hirohito a finalement annoncé la reddition du Japon, le 15 août 1945. Pour beaucoup de Japonais, c'était la première fois qu'ils entendaient la voix de l'empereur. Après la reddition, le Japon est occupé par les Alliés sous direction américaine. Les forces américaines sont restées au Japon pendant presque 7 ans. Ils ont alors démantelé l'ancien système militaire. De hauts dirigeants militaires ont été jugés à Tokyo pour crimes de guerre. Plusieurs ont été condamnés à mort, d'autres à la prison à vie. Fait intéressant, l'empereur ne fut pas puni. Les États-Unis pensaient que le garder comme symbole assurerait la stabilité au Japon. Le principal changement a eu lieu en 1947 avec l'introduction d'une nouvelle constitution. L'article 9 de cette constitution a bouleversé l'avenir du Japon. Il stipulait que le Japon n'utiliserait plus jamais la guerre pour régler des différends, et qu'il ne maintiendrait pas de forces terrestres, aériennes ou navales capables de faire la guerre. Ce fut un tournant historique qui a fondé l'identité pacifique du Japon. Mais le monde a vite changé. La guerre de Corée éclate en 1950 et la guerre froide s'intensifie. Les États-Unis voulaient un Japon stable pour maintenir l'ordre en Asie, donc le Japon a lentement reconstruit des unités d'autodéfense limitées. Avec le temps, ces unités sont devenues ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de forces japonaises d'autodéfense. Elles étaient défensives, mais sont devenues essentielles à la sécurité du Japon. Durant cette période, le Japon a conclu des accords de sécurité majeurs avec les États-Unis, autorisant le maintien de bases militaires sur son sol. Beaucoup de Japonais étaient mal à l'aise avec cela, et d'énormes manifestations ont eu lieu dans les années 1960. Le traité est toujours en vigueur et des forces américaines restent stationnées au Japon. Et pendant que le Japon s'ajustait politiquement, quelque chose d'incroyable se produisait sur le plan économique. Le pays a reconstruit ses industries, investi dans la technologie et travaillé dur pour relancer son économie. Dans les années 1960 et 1970, le Japon a stupéfié le monde par sa croissance économique rapide. En quelques décennies, il est passé d'une nation vaincue à une des plus grandes économies mondiales. Cette période est appelée le miracle économique japonais. Ce succès, ainsi que les souvenirs douloureux d'Hiroshima et de Nagasaki, ont contribué à façonner l'état d'esprit pacifiste du Japon. Des générations d'enfants japonais ont grandi en apprenant la paix, la démocratie et les dangers du nationalisme. Le Japon a forgé une identité nationale unique, fier de son engagement pour la paix plutôt que de sa puissance militaire. Ses voisins ont imposé ce changement, non pour aujourd'hui, mais à cause des affaires historiques non résolues. Alors que le Japon faisait face à une pression constante de la Chine au sud, un autre défi se formait discrètement au nord. Le Japon et la Russie n'ont jamais réglé leurs différends de longue date sur les îles Kuriles, appelées territoires du Nord par le Japon. Ces îles sont proches de Hokkaido et, après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique les a prises. Plus de 80 ans après, les deux pays n'ont toujours pas signé de traité de paix en raison de ce problème non résolu. Pendant de nombreuses années, la situation est restée calme, presque figée dans le temps, mais les choses ont changé après que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Le Japon s'est fermement rangé du côté de l'Occident et a imposé des sanctions. La Russie s'est retirée des pourparlers de paix.
suspendu les accords, bloqué les pêcheurs japonais et militarisé les îles Kurils. Et le Tata construit de nouvelles bases, déployé des missiles côtiers et renforcé la défense aérienne sur toutes les îles. La Russie y a déployé des unités avancées S-300V4, des systèmes conçus pour détecter et suivre les avions furtifs, comme les F-35 japonais, donnant à Moscou la capacité de surveiller une grande partie du nord du Japon. On s'attendait à ce que la situation se stabilise, mais au contraire, l'activité militaire a augmenté. Les navires et les avions russes ont commencé à apparaître plus fréquemment près du territoire japonais. Des bombardiers Tupolev, 95 capables de porter des armes nucléaires, ont survolé près des zones de défense aérienne du Japon, avec des rencontres aériennes rapprochées et des patrouilles à long rayon d'action. En septembre 2024, un avion russe Il-38 a violé l'espace aérien japonais 3 fois en quelques heures, une première en 5 ans. Le Japon a déployé des F-35 et F-15 et tiré des fusées éclairantes, son avertissement maximal avant une confrontation. En mer, la Russie a intensifié les patrouilles de sous-marins, avec ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe Borei, chacun transportant de puissants missiles nucléaires. Ces sous-marins opèrent plus souvent dans la mer du Japon et d'Okhotsk, générant une tension constante près des eaux nord du Japon. Ce qui inquiétait encore plus Tokyo, c'était le partenariat étroit de la Russie avec la Chine. Les deux pays coordonnent désormais patrouilles navales, vols de bombardiers et exercices sous-marins autour du Japon. Parfois, les navires contournaient tout le Japon, mettant à l'épreuve la réactivité de Tokyo. Pour le Japon, c'était une pression inédite. Deux puissants voisins travaillant côte à côte dans les eaux entourant le pays. Et la Russie a ajouté une autre couche d'incertitude en mettant à jour sa doctrine nucléaire en 2024, abaissant le seuil à partir duquel elle pourrait utiliser des armes nucléaires. Un changement a rendu Tokyo plus prudent. Tout cela y montrait au Japon que la menace du Nord n'était plus symbolique ou historique. Elle était réelle, active et croissante. Et le Japon devait se préparer à un monde où les défis surgissaient à la fois du Sud et du Nord en même temps. Mais la Russie et la Chine sont bien moins dangereuses que la plus grande menace, car ce que l'on ne peut jamais prévoir est souvent la plus grande menace. Imaginez une ogive nucléaire survolant votre tête, juste parce que quelqu'un voulait vivre une aventure. Cela semble fou, mais c'est la situation actuelle des Japonais. La Corée du Nord est leur défi le plus imprévisible. Parce que, contrairement à la Chine ou à la Russie, Pyongyang désigne ouvertement le Japon comme une cible nucléaire. Les rapports de défense japonais indiquent que la Corée du Nord a environ 50 armes nucléaires et a miniaturisé des ogives pour missiles balistiques. La Corée du Nord possède des centaines de missiles pouvant atteindre tout le Japon, dont plus de 50 missiles n'ont donc prêts à être lancés rapidement. Cela rend chaque essai et chaque lancement plus dangereux, car le Japon ne dispose que d'un court délai d'alerte, parfois seulement quelques minutes avant l'impact. Les moments les plus effrayants surviennent quand des missiles nord-coréens survolent le Japon, déclenchant des alertes, stoppant les trains et forçant les gens à s'abriter. Ce ne sont plus des événements rares. Après une courte phase diplomatique en 2018-2019, la Corée du Nord a relancé ses essais, tirant plus de 60 missiles en 2022 et des dizaines d'autres en 2023. Nombre de ces lancements ont coïncidé avec des exercices militaires américano-japonais et sud-coréens, renforçant la dimension politique du risque. La menace est d'autant plus grave en raison des avancées technologiques de la Corée du Nord. Elle exhibe désormais des ogives nucléaires tactiques, conçues pour une utilisation sur le champ de bataille, des drones sous-marins destinés à transporter des charges nucléaires et des missiles lancés depuis des sous-marins, qui lui confèrent une capacité de seconde frappe. Ces essais de missiles à longue portée ont également battu des records, certains restant en vol plus d'1 heure et atteignant des altitudes jamais atteintes lors des précédents essais. La présentation du missile Hwasong-Wing à propelleur solide, lancement rapide et porteur de plusieurs ogives, a accru les inquiétudes. Le changement politique est marqué par le rapprochement de la Corée du Nord avec la Russie, la signature d'un pacte de défense et l'envoi supposé de troupes et d'armes à Moscou. Ce partenariat fait coïncider parfois les actions nord-coréennes avec les activités militaires chinoises et russes autour du Japon, créant une pression coordonnée. Pour le Japon, la combinaison de la capacité nucléaire, de la technologie en évolution rapide et d'une imprévisibilité totale fait de la Corée du Nord une menace sans équivalent dans la région. Mais le Japon a trouvé les réponses très vite. Ce qui a surtout irrité ses ennemis, ce sont les possibles armes nucléaires du Japon. Le pays pacifique qui a rejeté les armes nucléaires pendant des décennies reconsidère maintenant cette promesse. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les législateurs discutent de la possibilité pour le Japon d'autoriser l'entrée d'armes nucléaires provenant des forces alliées en cas de crise,
Le porte-parole chinois, Lin Tian, a réagi en déclarant que la Chine était sérieusement préoccupée par cette position. Après la question de Taïwan, c'était la seconde raison ayant causé des nuits blanches à la Chine. La stratégie de défense japonaise ne se limite pas à une arme ou une annonce. Le pays change totalement sa stratégie pour survivre dans un environnement bien plus dangereux. Après des décennies à maintenir son armée petite et limitée, le Japon a accepté que l'environnement sécuritaire autour de lui est tout simplement trop changé. Le nouveau plan s'étend sur 10 ans et repose sur une seule idée. Le Japon doit détecter rapidement les menaces, se défendre longtemps et frapper l'ennemi avant d'être attaqué. Ce changement a débuté fin 2022, quand le gouvernement a validé un programme de défense de 5 ans de 43 000 milliards de yens, soit plus de 300 milliards de dollars. Jamais un gouvernement japonais n'a investi autant dans la défense en si peu de temps. Ces dépenses sont réfléchies. Elles couvrent 7 domaines jugés essentiels par le Japon pour se défendre contre la marine chinoise, les missiles russes et l'arsenal nucléaire nord-coréen. Le premier pilier clé est la capacité de frappe à longue portée, que le Japon a évité depuis plus de 70 ans. Pendant la majeure partie de son histoire d'après-guerre, le Japon a maintenu une posture strictement défensive, ce qui signifie qu'il ne se préparait qu'à intercepter des attaques sans jamais prévoir de frapper des bases ennemies. La situation a changé quand Tokyo a acheté 400 missiles Tamaha aux États-Unis. Ces missiles atteignent des cibles à plus de 1600 km, donnant au Japon la capacité de viser sites de lancement, bases militaires et centres logistiques. Avant toute menace sur ces îles, les destroyers japonais étaient déjà en entraînement, et le premier navire sera bientôt opérationnel avec des Tomahawks. Le Japon ne dépend pas seulement des importations. Il modernise ses missiles type 12, auparavant à courte portée, pour atteindre près de 1000 km. Ces missiles modernisés seront déployés sur toutes les îles du sud-ouest du Japon, de Kyushu à Okinawa, créant une chaîne de points de lancement pour surveiller et répondre à toute activité en mer de Chine orientale. De nombreux véhicules de lancement sont mobiles, ce qui les rend plus difficiles à repérer et à cibler par l'ennemi. Le Japon développe aussi de nouveaux missiles pour sous-marins. Le Japon a conçu des missiles lançables depuis des tubes lance-torpilles standards, sans modifier ses sous-marins. Ils sont moins chers, plus rapides à déployer et difficiles à détecter. Le Japon peut ainsi effectuer discrètement des frappes longues portées sous l'océan. En plus, le Japon dotera ses chasseurs de missiles air-sol longue portée, augmentant ainsi les plateformes pouvant contrer les menaces. Un autre pilier de la stratégie japonaise est la défense antimissile en couche, surtout contre les missiles hypersoniques de nouvelle génération. Ces armes, très rapides et capables de changer de direction en vol, sont difficiles à préintercepter par les systèmes classiques. Pour faire face à cela, le Japon et les États-Unis développent conjointement un intercepteur de phase de glissement, un missile spécial conçu pour frapper les armes hypersoniques alors qu'elles planent encore dans la haute atmosphère. Parmi les technologies de guerre les plus complexes, seuls les États-Unis et le Japon la développent actuellement ensemble. Le Japon développe également sa flotte navale de défense antimissile. 2 énormes navires équipés du système AEGIS sont en construction, chacun doté de plus de 100 cellules de lancement vertical et d'un radar haute puissance. Ces navires compléteront les destroyers AEGIS, renforçant la détection et l'interception des missiles balistiques, de croisière et des menaces hypersoniques au Japon. D'ici la fin de la décennie, le Japon exploitera jusqu'à 12 grands navires pour sa défense antimissile. C'est important car les menaces régionales ne viennent pas d'une seule direction. Le Japon doit être couvert au nord, sud et ouest. Le troisième domaine clé est la surveillance spatiale sans pilote. Le Japon souhaite ne plus compter seulement sur les radars au sol et collecter des informations à partir de plus haut et de l'espace. De nouveaux drones longue portée patrouilleront au-dessus de vastes étendues océaniques, resteront dans le ciel plus longtemps et fourniront des informations en temps réel aux forces d'autodéfense. Le Japon développe aussi son réseau de satellites. Ces satellites détectent les lancements de missiles, surveillent l'activité navale et les sites d'essai nord-coréens, et assurent des communications sécurisées aux commandants. Le Japon construit des satellites de reconnaissance, des satellites de communication, et même un nouveau système pour surveiller les activités dans l'espace lui-même. C'est important car la Chine et la Russie ont désormais des capacités anti-satellites. Toutes ces informations seront transmises au nouveau commandement des opérations conjointes du Japon, un quartier général, centralisé, créé en 2025. Le Japon a désormais un commandement unique, réunissant armées de terre, marine, armée de l'air, cyber et unités spatiales. Cela facilite des décisions rapides, surtout en crise où chaque minute compte. L'armée américaine a adapté sa structure de commandement au Japon pour mieux coordonner les opérations avec ce pays.
Les plans futurs du Japon insistent sur la mobilité et la préparation, montrant que la technologie seule ne suffit pas. Un pays doit pouvoir déplacer vite ses troupes, protéger les civils, renforcer les infrastructures et maintenir l'approvisionnement sur la durée. Le Japon dépense des milliards pour des réserves de munitions, abris renforcés, carburant, aérodromes d'urgence et communications de secours. Cela garantit que le Japon peut rester opérationnel, même si des attaques endommagent les principales bases ou les routes d'approvisionnement. La protection civile est aussi renforcée. Des sirènes d'alerte au plan d'évacuation pour les habitants proches des zones de conflit. Un axe majeur de la stratégie japonaise à long terme est le chasseur de nouvelle génération, conçu avec le Royaume-Uni et l'Italie dans le programme Global Combat Air. Prévu pour 2035, cet appareil remplacera les anciens chasseurs japonais et offrira des capteurs avancés, la furtivité, l'intelligence artificielle et des capacités de guerre en réseau. Le nouveau chasseur est conçu pour opérer non seulement seul, mais aussi comme partie intégrante d'un vaste réseau de drones, de satellites et de systèmes au sol. L'espace jouera également un rôle plus important. Le Japon a fortement accru ses investissements dans les satellites militaires, créant un réseau plus résistant pour la communication, la navigation et le renseignement. Ce changement vise à garantir que le Japon puisse fonctionner de manière indépendante, même si les réseaux de communication mondiaux sont perturbés lors d'un conflit. Ces efforts dépendent largement des alliances. Le Japon maintient son partenariat clé avec les États-Unis tout en renforçant ses liens avec l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde et les Philippines. Ces partenariats couvrent exercices militaires, partage de renseignements, coopération technologique et accès mutuel aux bases en urgence. Ensemble, ils créent un réseau de sécurité pour contrer la pression de la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Le calendrier japonais pour ces améliorations court jusqu'à mi-2030, voire 2035. Les nouveaux avions de chasse et intercepteurs hypersoniques renforceront la défense japonaise à un niveau inédit. L'ambiance intérieure est mitigée. Beaucoup de gens, en particulier la jeune génération, pensent qu'il est temps que le Japon prenne la responsabilité de sa propre sécurité. Face à l'instabilité mondiale, ils pensent que le pays doit se préparer. Les générations plus âgées, ayant grandi avec des récits sur la Seconde Guerre mondiale, se sentent mal à l'aise. Ils se rappellent que la militarisation a causé destruction, pertes et souffrances, mais la direction politique est déjà décidée. La politique de défense du Japon évolue rapidement. Le gouvernement dépense plus, s'organise mieux et s'entraîne davantage. Les forces d'autodéfense deviennent plus performantes, et le pays se prépare aux menaces qui pourraient survenir. Ce que le Japon construit n'est pas une solution temporaire. Ce système de défense à plusieurs niveaux est conçu pour résister à la guerre moderne, incluant missiles, cyberattaques et opérations navales lointaines. Il vise à donner au Japon suffisamment de force pour qu'aucun pays ne puisse l'intimider et qu'aucune coalition de voisins ne puisse l'acculer. C'est la réponse du Japon au monde. Il voit émerger un avenir où la paix doit être protégée, non pas par l'espoir, mais par la préparation.